Bonjour à tous, je suis Benjamin Sultan, donc je suis chercheur à Espace Dev à l'IRD à Montpellier et je suis climatologue et aujourd'hui je vais vous parler du réchauffement climatique et des enjeux de sécurité alimentaire. Dans quelle mesure le réchauffement climatique a un impact sur la sécurité alimentaire et dans quelle mesure, euh, à l'opposé en fait, le système alimentaire lui-même a un impact sur le climat. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'état de l'art sur les risques, sur les solutions associées à ces deux enjeux, donc de réchauffement climatique et de sécurité alimentaire. Donc, j'ai commencé par vous parler du système alimentaire lui-même, qui est en réalité déjà fortement sous pression, même sans parler de réchauffement climatique. Vous avez ici les projections de besoins alimentaires à l'horizon 2050. Donc à partir d'une base qui est à 2000, donc c'est des données qui sont un peu anciennes, hein, mais un livre qui est très très bien de Colomb en 1999 de la FAO qui nous parle en fait de modélisation des besoins alimentaires sous l'effet seulement de la croissance de la population, de la modification de sa composition, c'est-à-dire en termes d'âge, en termes de sexe, et également de régime alimentaire, c'est-à-dire que ça peut être des personnes qui vivent davantage dans les villes que dans les campagnes, et auquel cas ils auraient un régime alimentaire différent, et donc il y aurait une pression sur les besoins alimentaires qui serait différente. Et ce qu'il montre dans sa modélisation, c'est que même sans parler de changement climatique, on a déjà des besoins alimentaires qui vont être fortement augmentés dans le futur, d'ici 2050, multipliés par 5 entre 2000 et 2050 en Afrique, et puis également fortement augmentés en Asie, en Amérique latine, et puis dans d'autres régions, sauf en Europe, où ça a plutôt tendance à baisser. Donc on a des pays du Sud qui sont fortement sous pression, même sans parler de réchauffement climatique. Ensuite, on a le système alimentaire lui-même, qui est finalement très lié au climat sur plusieurs facteurs. D'abord, on a le système climatique avec les changements de température, de précipitation, des événements extrêmes qui peuvent avoir un impact très important sur la production agricole, également même sur la demande agricole. Quand il va faire plus chaud ou moins chaud, ça va être des demandes qui vont être différentes. On peut avoir aussi le système climatique qui va avoir un impact sur les écosystèmes, sur la biodiversité, sur les sols, sur le stockage de carbone. Et ça va entraîner des changements sur la production agricole. Et ensuite, on a le système alimentaire lui-même, en fait, à travers les émissions de gaz à effet de serre, de méthane, à travers son emprise sur les forêts, la déforestation liée à la mise en culture, va rétroagir sur le climat, donc en modifiant les émissions de gaz à effet de serre qui auront un impact sur le climat. Donc on voit que tout ça est très très lié de manière assez complexe, de manière directe ou de manière indirecte. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui est principalement basé sur un rapport du GIEC, donc le GIEC qui est l'organisation de l'ONU et de l'OMM, qui est en charge de suivre le réchauffement climatique. Il a fait un rapport spécial sur les terres, donc incluant l'agriculture, mais également la désertification, tout ce qui est en rapport avec les terres émergées, et qui nous parle en fait de comment le climat peut interagir avec le système alimentaire, mais également avec tous les aspects sur l'utilisation des sols. Donc une grande partie de ce que je vais présenter est tirée de ce rapport que je vous invite à lire si vous êtes intéressé à la question. Et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est d'abord quels impacts du système alimentaire, du réchauffement climatique sur le système alimentaire, quels impacts du système alimentaire lui-même sur le réchauffement climatique, et puis ensuite je vous parlerai rapidement des solutions et des actions à court terme pour ces différents enjeux. Donc d'abord, l'impact du réchauffement climatique. On peut imaginer qu'il y a plusieurs types d'impacts du climat, du réchauffement climatique sur l'agriculture, sur le système alimentaire. Il y a des effets qui sont directs, qui sont sans doute les plus faciles à appréhender. Et pour l'illustrer, vous avez ici un graphique qui montre le lien étroit entre climat et production agricole. Vous avez ici l'effet des températures sur une céréale qui est le maïs, qui est très cultivé partout dans le monde. Vous avez un graphique qui montre en abscisse donc la température pendant la saison de croissance de la plante, du maïs.
donc la température, et puis en ordonnée, vous avez le rendement agricole en échelle logarithmique, et puis chaque point représente un bassin de production dans le monde. Donc chaque point, c'est un pays où on produit le maïs, et vous avez ici donc vous avez donc ces différents bassins de production. Vous avez plus le bassin est important, plus on a tendance à avoir un gros point. Donc typiquement les États-Unis où on produit énormément de maïs avec les points les plus gros. Et puis si on a des points tout petits, ça veut dire qu'on cultive pas beaucoup, ou qu'il y a peu de terres en fait qui sont cultivées. Et puis vous avez aussi un trait gris que vous pouvez voir au milieu du graphique, un trait gris qui représente, un trait vertical gris qui représente la température optimale pour le maïs, c'est-à-dire que la température pour laquelle en fait on peut avoir le maximum de rendement agricole. Et donc ce qu'on voit sur le graphique, c'est deux choses. D'abord, la plupart des points que l'on a, donc des bassins de production, se trouvent à droite de la courbe grise, c'est-à-dire pour des températures qui sont supérieures à la température optimale du maïs. Donc ça veut dire que dans la plupart des endroits du monde, on cultive le maïs à des températures qui sont déjà trop chaudes. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est que plus la température est importante, plus on a tendance à avoir des baisses de rendement agricole, avec les rendements les plus bas pour les températures les plus hautes. Donc ça veut dire que si la température augmente, avec l'effet du réchauffement climatique, on peut s'attendre à avoir des baisses importantes de rendement du maïs, donc ce qui peut poser des problèmes importants sur la sécurité alimentaire. Et cette température-là, elle a déjà changé. Donc vous connaissez tous ces graphiques qui sont tirés des rapports du GIEC, qui montrent l'évolution de la température depuis 1850-1900, donc jusqu'à nos jours, donc 2000, ici le dernier point, je crois que c'est 2018. Donc, il montre cette évolution de la température, donc qu'on connaît tous, hein, avec une augmentation importante des températures. Donc, en moyenne, sur l'ensemble du globe, on a une augmentation de presque de plus 0,87 degrés. Donc, sur la période 2006-2015. Et puis, si on fait la même moyenne de température, mais juste sur les terres émergées, c'est-à-dire là où on a l'agriculture, on voit que cette augmentation est encore plus rapide. Donc on voit clairement que la pente est plus importante, plus aiguë, avec une augmentation de plus 1,5 degré. Et ce 1,5 degré, c'est la fameuse, cible pour l'accord de Paris, la cible à ne pas dépasser. Donc on voit que déjà sur les terres, en fait, on a une augmentation de température qui est très importante et qui donc a un impact sur l'agriculture, comme je vous l'ai montré sur le maïs, et qui s'accompagne aussi de d'autres changements, donc des changements en termes d'événements extrêmes, comme des vagues de chaleur, comme des précipitations qui sont très fortes, ou au contraire des vagues de sécheresse. Et tout ça a un impact sur l'agriculture. Donc ces impacts sont déjà visibles, donc c'est pas en 2050, c'est pas en 2100, mais c'est déjà maintenant qu'on l'observe. Et on l'observe, donc ici c'est un graphique qui montre les endroits dans le monde où on a pu observer des impacts soit négatifs du réchauffement climatique, donc lorsque par exemple il y a eu des pénuries en eau qui sont liées au réchauffement climatique, des pénuries en production agricole, ou des impacts positifs, donc on peut imaginer qu'il y a certains endroits dans le monde où par exemple si la température, le froid est limitant, le fait d'avoir des températures plus importantes peut au contraire avoir des effets bénéfiques. Donc ici on a des plus et des moins. Et donc sur les différents systèmes, et si vous regardez sur la production alimentaire, donc sur les pénuries en eau, donc qui est très lié aussi à la production agricole, vous voyez que à l'échelle globale, donc sur l'ensemble du globe, sur les productions agricoles, on a un effet négatif. On a un effet négatif aussi sur la production, sur la pêche, sur la production de l'aquaculture. Donc tout ça va avoir des rétroactions négatives sur le système alimentaire. Et en particulier, donc c'est particulièrement vrai dans certaines régions, comme l'Afrique, où ici on n'a que des moins, donc que des valeurs négatives sur la production agricole. Mais c'est aussi valable dans d'autres pays du Sud, comme, comme les petits États insulaires par exemple, ou en Asie,
on peut avoir certains endroits où on a des effets positifs ou d'autres des effets négatifs. Donc maintenant, si on veut s'intéresser à ce qui s'est passé dans le futur, on a des outils comme les modèles climatiques qui nous permettent de construire des scénarios dans le futur à partir donc de la mise en équation de la circulation atmosphérique, de la circulation océanique, de ces liens avec le sol, avec la végétation. Et on peut regarder quel pourrait être l'impact de différentes trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, l'impact de différents polluants, l'impact de différents scénarios d'utilisation des terres, donc de la déforestation, de l'agriculture, et regarder à la fois comment le climat a déjà été affecté par les émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle l'attribution, et puis comment les trajectoires d'émissions elles-mêmes peuvent influencer le climat, c'est ce qu'on appelle les scénarios. Donc un exemple ici d'attribution, c'est un exemple qui a été réalisé en Afrique de l'Ouest, où vous avez ici des observations de température en moyenne sur l'Afrique de l'Ouest entre 1950 et 2010 à partir d'observations. Et on a utilisé un modèle climatique pour essayer de voir si on arrive à simuler ces températures moyennes, et en particulier si on arrive à simuler l'augmentation de température qu'on observe en Afrique déjà aujourd'hui. Et donc sur les 10 dernières années, on a une moyenne de température qui est de presque 28 degrés. Donc on a pris un premier modèle, un modèle de climat, pour lesquels en fait on a prescrit les conditions de gaz à effet de serre de l'époque pré-industrielle. Donc comme si qu'on n'avait pas fait notre révolution industrielle, qu'on n'avait pas émis énormément de gaz à effet de serre, et on a essayé de faire des simulations de ce modèle, et on voit qu'avec ce modèle, donc en bleu, on arrive à capturer la variabilité interannuelle, donc le fait qu'on peut avoir des bonnes années ou des mauvaises années en termes de température. Mais par contre, on échoue totalement à montrer l'évolution de la température sur les dernières années. Donc on voit qu'on a une température qui est plutôt stable entre 1950 et 2010, et ce qui n'est pas ce qu'on observe. Et la moyenne, donc sur les 10 dernières années, est de 1 degré en dessous de celle qu'on a observée. Ensuite, on prend le même modèle. La seule chose qui change, c'est l'évolution des gaz à effet de serre. Donc là, on va prescrire l'évolution qu'on observe des gaz à effet de serre, c'est-à-dire une forte augmentation du CO2, une forte augmentation du méthane, beaucoup de gaz à effet de serre qui ont un effet sur le climat. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec exactement le même modèle climatique, avec l'augmentation des gaz à effet de serre, on arrive cette fois à simuler très bien ce qu'on observe, c'est-à-dire l'augmentation des émissions de l'augmentation des températures. Donc ça veut dire que sans les émissions de gaz à effet de serre, on est incapable d'expliquer pourquoi les températures augmentent aujourd'hui en Afrique. Et là, donc avec ces simulations-là, on retrouve bien la température qu'on a sur les 10 dernières années. Et maintenant, on peut se dire, bah, si on avait sur le climat, qu'est-ce qu'on a pu perdre en fait en termes de production du mil, production du sorgho, donc qui sont les principales cultures en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qu'on a pu perdre en termes de production agricole à cause de cette différence de 1 degré qu'on observe et qui est liée donc au réchauffement climatique. Quel rendement on aurait pu avoir dans le futur? Et on voit que à cause de cette augmentation de température, on a eu des baisses de rendement agricole, on a eu des baisses de rendement, donc toutes les zones en orangé sont les endroits où, jusqu'en rouge, bon, on a observé des pertes de rendement agricole qui sont liées en fait à ce qu'on a pu observer, donc l'augmentation de température ces dernières années. Donc on voit que, en particulier dans les zones sahéliennes, on suppose qu'on a eu un impact important de ce réchauffement sur le rendement agricole. Maintenant, on peut aussi s'intéresser à ce qui peut se passer dans le futur. Donc là, c'était les diagnostics sur le passé, sur l'historique, et maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et donc pour ça, on va faire des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire on va analyser comment pourrait évoluer les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que on va se mettre à consommer énormément, à utiliser beaucoup d'énergie fossile, ou au contraire, on va utiliser des énergies renouvelables, on va réduire nos déplacements. Donc il y a un certain nombre de scénarios qui sont faits, qui correspondent à des scénarios d'émissions,
qui peuvent ensuite être rentrés dans des modèles de climat. Ces modèles de climat donc, vont être mis des fois à des échelles très fines, donc des échelles, typiquement, je vais montrer tout à l'heure l'Afrique de l'Ouest, donc à l'échelle d'un continent, l'échelle d'une petite région, pour ensuite analyser quels vont être les impacts sur les rendements agricoles. Donc les rendements agricoles peuvent être aussi modélisés, donc comme les modèles de climat, de deux façons, soit avec des modèles empiriques, empiriques, c'est-à-dire des relations statistiques typiquement entre température, précipitation et rendement agricole, ou ça peut être des modèles beaucoup plus complexes que ça, hein. Ou alors des modèles mécanistes qui, cette fois, sont des modèles de processus, c'est-à-dire qui vont représenter tout ce qu'on connaît comme processus, qui vont lier l'humidité, les précipitations, le sol, la croissance de la plante, et puis la façon dont elle va produire de la biomasse et des rendements agricoles. Et donc à partir de cette modélisation-là, on peut extraire des rendements futurs. On peut faire varier donc, dans ce schéma les scénarios d'émissions, donc faire des fortes émissions, des faibles émissions et regarder quel va être l'impact sur les rendements agricoles. Faire varier les modèles de climat, les méthodes de régionalisation, de downscaling, ou également les méthodes pour modéliser les rendements, parce qu'à chaque fois, il peut y avoir des incertitudes. Donc moi, j'ai beaucoup utilisé dans ma recherche un modèle qui s'appelle SARA, qui est un modèle agronomique, qui est un modèle de processus qui simule les rendements agricoles à partir de l'information climatique. C'est un modèle qui combine un bilan hydrique, c'est-à-dire qui va calculer l'évolution de la demande en eau de la plante, la disponibilité en eau dans le sol, qui va regarder si la plante a un stress en termes d'eau, qui va prendre en compte des phases critiques, donc des phases de croissance pendant lesquelles la plante a fortement besoin d'eau, ou d'autres un peu moins, et puis qui va combiner ça avec un modèle de bilan carboné, c'est-à-dire un modèle qui va convertir le rayonnement solaire en termes de biomasse, donc la photosynthèse typiquement, et puis qui va donc simuler l'évolution de la biomasse et l'évolution du couvert végétal. Donc on a comme une plante fictive qui est représentée par ce schéma, où on va définir une date de semis, donc qu'on va semer, donc numériquement sur notre ordinateur. Et puis la pluie va tomber, on a le rayonnement solaire, un certain nombre d'autres variables qui vont être importantes pour l'évapotranspiration, comme le vent par exemple. Et puis on va simuler donc la croissance de cette plante au fur et à mesure, jour après jour, à partir des conditions de température, à partir aussi des conditions de gestion, donc de gestion de la plante, si on va mettre des fertilisants, si on n'en met pas, si on va semer de manière très dense ou pas très dense, des conditions de sol également. Et puis à la fin de l'année, donc on aura notre plante qui va arriver à maturité et dont on va déclencher donc la récolte, donc une récolte fictive également, et on aura le rendement à la fin de l'année. Donc ces modèles nous permettent donc, en faisant varier la trajectoire climatique, en faisant varier les scénarios climatiques, d'envisager ce qui pourrait se passer sous l'effet du réchauffement climatique. Donc avec un climat qui est plus chaud, qui peut être plus humide, qui peut être moins humide selon la région. Et on peut regarder, donc anticiper les effets sur les rendements agricoles. Donc c'est sur ce graphique-là, c'est un graphique qui est tiré du rapport du GIEC, qui montre donc à partir de ce type de simulation de rendement agricole, comment peuvent évoluer les projections de rendement agricole dans le futur, donc entre 2010 et 2109, avec des zones en bleu, c'est les endroits où on peut observer une augmentation des rendements agricoles, et puis des endroits où on peut observer une diminution des rendements agricoles. Donc ce qu'on peut voir, c'est que sur le graphique, c'est que les prochaines années, donc ici entre 2010 et 2029, donc les prochaines décennies, donc on n'a pas un signal très clair de l'évolution du réchauffement climatique, ou en tout cas on a un tas d'autres cofacteurs. On a un peu une balance, un équilibre entre des effets positifs et des effets négatifs du réchauffement climatique. Et ensuite, plus on s'avance dans le temps, donc typiquement en 2050, 2060, 2080, plus la fraction d'effets positifs qu'on peut retrouver du réchauffement climatique diminue, et plus on a des effets négatifs qui sont de plus en plus négatifs. Donc c'est ce qu'on voit avec les couleurs qui deviennent de plus en plus foncées, en particulier donc à la fin du siècle.
Donc, ce qui montre que pour l'instant, on n'a pas des effets très discernables du réchauffement climatique dans les prochaines années, même si on a déjà observé depuis une vingtaine d'années des effets importants. Mais dans les prochaines années, on ne va pas discerner des effets très, très nets. Mais par contre, plus on va avancer dans le temps, donc plus on va émettre aussi des gaz à effet de serre, plus on aura un impact sur les rendements agricoles, qui sera net et qui sera surtout négatif. Donc d'où viennent ces pertes de rendement sous l'effet du réchauffement climatique? Donc ils viennent principalement donc, de l'élévation de température, donc le fait qu'on a des températures qui sont de plus en plus importantes, qui qui peuvent réduire le cycle de croissance des plantes, qui peuvent engendrer des stress thermiques pour la production agricole, pour le développement des cultures, donc des moments où il fait trop chaud pour la plante, et également pour les animaux, hein, qui peuvent, donc ça peut aussi être lié à la sécheresse. Donc il y a de nombreux endroits dans le monde où on anticipe une aggravation des sécheresses ou des sécheresses plus fréquentes. Et puis ça peut être aussi lié aux inondations. Donc il commence à y avoir de plus en plus de pertes agricoles, y compris dans les tropiques et en Afrique, qui peuvent être liées à des pluies intenses, qui peuvent ravager complètement les cultures. Et puis, dans d'autres endroits, donc là, c'est pas le cas dans les tropiques, mais c'est souvent le cas dans c'est souvent le cas dans la Méditerranée, par exemple à Montpellier en particulier, où on peut avoir des gels tardifs, c'est-à-dire une végétation qui commence très tôt parce que la température est très élevée, anormalement élevée à cause du réchauffement climatique, mais un risque de gel qui est toujours présent et qui peut avoir un impact très important parce que la végétation a démarré très tôt et donc est à une phase souvent de floraison qui est très sensible au risque de gel. Et évidemment, on a aussi des risques en cascade, c'est-à-dire que souvent on n'a pas un seul et unique risque, mais on peut avoir plusieurs risques en même temps. On peut avoir à la fois une vague de chaleur et une sécheresse, comme ça a été le cas en 2022 en France. On peut avoir une succession de sécheresses et d'inondations, et donc qui fragilise fortement les rendements agricoles. Et donc ces conséquences peuvent être particulièrement dramatiques pour les rendements agricoles, en particulier en Afrique de l'Ouest. Vous avez ici un graphique qui montre l'évolution des rendements agricoles, donc sous forme de boîte à moustaches, sous différents niveaux de température. L'évolution des rendements du maïs, donc avec une augmentation de 1,5 degré. On voit pas forcément une augmentation très nette, on voit qu'on est plutôt autour de zéro, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément d'impact du réchauffement climatique. On a des effets positifs, donc c'est les valeurs positives, on a des effets négatifs, mais la médiane est autour de zéro. À 2 degrés, donc quand on augmente de 2 degrés, on a aussi des effets positifs et des effets négatifs, mais la médiane est en dessous de zéro. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, on peut avoir des effets qui sont plutôt des baisses de rendement agricole. Et puis en rouge, vous avez le scénario à plus 4 degrés, et qui montre que cette fois, on a une baisse très importante des rendements agricoles, autour de 40%, et qui, par rapport à ce qu'on a observé dans les 20 pires dernières années sur l'Afrique de l'Ouest, donc les 20 dernières années où on a observé les pires rendements agricoles, et sans comparaison, donc 10%, ça peut être vraiment une insécurité alimentaire sévère, très sévère, et là on a des choses autour de 40%, donc ça peut être vraiment dramatique. Et en même temps, à part la production, on a aussi d'autres effets négatifs, des effets négatifs qu'on commence à apercevoir sur la qualité nutritive des plantes et des céréales. Vous avez ici un graphique qui montre une méta-analyse, c'est-à-dire l'analyse de plusieurs publications qui se sont intéressées à comment pourrait évoluer la composition en nutriments, donc en vitamines, en fer, en zinc, en protéines, des différentes céréales, et donc du maïs, du sorgho, du blé, du riz, sous l'effet donc d'une augmentation du CO2. Et donc, ce qu'on voit, c'est que même s'il y a une incertitude qui est assez importante, en particulier si vous regardez le maïs, on a des incertitudes qui sont très fortes
Mais malgré tout, on voit que dans de nombreux cas, on a des baisses attendues du contenu en protéines en particulier. Donc c'est vraiment le cas pour le riz, pour le blé. Et ça peut être vraiment un problème pour la sécurité alimentaire où finalement, même si on a la même quantité en termes d'alimentation, en termes de céréales, on peut avoir des carences en termes de protéines. Ça pourrait être le cas en Inde où il y a énormément de, toute la base en fait alimentaire est basée sur le riz l'apport en protéines de la population est beaucoup basé également sur le riz. Donc ça peut poser des problèmes de carence importants. Donc à la fois en qualité, mais aussi en quantité. Donc l'autre effet aussi qui commence à être de plus en plus connu, c'est l'effet des effets plutôt cette fois positifs. Lorsqu'on augmente la quantité en CO2 dans l'atmosphère, on a tendance à avoir des effets positifs sur la croissance des plantes. Donc on a à la fois une photosynthèse qui est accélérée, une photosynthèse qui est accélérée pour certaines plantes, c'est notamment le cas des plantes qui ont leur photosynthèse en C3, mais également un effet qu'on appelle antitranspirant, c'est-à-dire un effet qui fait que les plantes transpirent moins pour la même quantité d'eau. Donc, et ça peut à la fois donc booster la photosynthèse, donc faire en sorte qu'il y a plus de biomasse sous l'effet du CO2 qui est plus élevé dans l'atmosphère, mais également rendre des plantes plus résistantes à la sécheresse, donc ce qui peut être particulièrement intéressant dans les pays du Sud. Et malgré tout, on a avec cet effet-là, même si on sait qu'il existe, il est très controversé, il est très différent d'un jeu de données à l'autre, il va être très différent d'un modèle à l'autre. Donc ici, vous avez la dispersion de cet effet antitranspirant pour les plantes, pour différents types de modèles agricoles qui représentent donc cet effet euh, donc dans différents types de simulations et on voit que ça peut être très très dispersé et qu'on n'a pas un modèle qui donne la même chose que l'autre.